Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux, Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Alors que la plupart de nos oiseaux sont en train de nourrir leurs oisillons au nid, c'est l'époque où les Québécois partent normalement en vacances. Évidemment, on a une année un petit peu particulière, encore une fois, et je crois deviner que pour plusieurs personnes qui prennent normalement leurs vacances à l'extérieur du Québec, l'année 2020 a été un bon moment pour dépoussiérer des plans de longue date de prendre ses vacances au Québec puis de visiter certains secteurs. Pour les ornithologues amateurs, ça veut peut-être dire que vous avez pris vos vacances dans l'est du Québec pour admirer nos grandes colonies d'oiseaux marins, par exemple les fous de bassin à l'île Bonaventure ou les macaremoines à l'île aux perroquets. Programme chargé aujourd'hui, et on a vraiment un beau contraste dans les sujets qu'on va aborder. La plupart des ornithologues amateurs d'Amérique peuvent aisément remonter à un mentor, quelqu'un qui les a vraiment initiés à l'observation d'oiseaux. Si on remontait comme ça, de mentor en mentor, d'inspiration en inspiration pour tous les ornithologues d'Amérique, on trouverait probablement à l'origine de tout ça Jean-Jacques Audubon. Ce naturaliste, américain d'origine française, a été peut-être un des premiers à peindre plusieurs de nos espèces et une figure vraiment marquante de l'ornithologie en Amérique du Nord. Son livre « Les oiseaux d'Amérique », avec ses 435 planches, est encore une référence absolue aujourd'hui et a connu à l'époque un immense succès qui ne s'est jamais démenti. Par exemple, un exemplaire des oiseaux d'Amérique s'est vendu aux enchères en 2010 à 11,5 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième livre imprimé le plus cher jamais vendu. Le nom d'Audubon est aussi encore aujourd'hui associé à la Audubon Society, qui est une des plus importantes sociétés qui milite pour la préservation des oiseaux aux États-Unis. Pourquoi je vous parle d'Audubon? Parce qu'un roman écrit par Louis Hamelin vient d'être publié aux éditions Boréal, Les crépuscules de la Yellowstone. Il raconte le dernier voyage d'Audubon, alors que ce dernier veut publier un livre sur les mammifères d'Amérique. Je l'ai lu et je vous garantis que si les oiseaux vous intéressent, vous allez adorer Les crépuscules de la Yellowstone. Même si le voyage d'Audubon porte sur les mammifères, c'est un roman dans lequel les oiseaux occupent une place centrale et l'auteur a une plume extraordinaire pour décrire les chants de nos oiseaux à nous, comme vous en lirez pas souvent dans vos guides de terrain préférés. Je me suis entretenu avec l'auteur pour discuter de ce qui l'a inspiré et de ce qu'il a appris en fréquentant les textes d'Audubon sur lesquels il s'est basé pour écrire le roman. On va ensuite aller un peu dans un autre ton avec la toute première chronique de Camille Dufresne qui écrit dans la revue Québec Oiseaux la chronique Côté jardin, côté cour et qui est une experte dans l'art de jardiner pour attirer les oiseaux. Elle m'a d'ailleurs accueilli dans son jardin à Lennoxville en Estrie. Comme on est en juillet, c'est un bon moment pour discuter d'une de nos espèces vedettes qu'on retrouve sur une bonne partie du territoire québécois et qui est peut-être un des oiseaux que les gens ont le plus envie d'attirer dans leur cour en juillet, le colibri à gorge rubis. Camille va donc nous parler de comment maximiser vos chances d'attirer le plus petit de nos oiseaux. Alors, je rejoins à Sherbrooke Louis Hamelin. Louis Hamelin, vous êtes écrivain, vous avez publié plusieurs livres, recueils de nouvelles, vous avez remporté le prix du gouverneur général, vous êtes également chroniqueur au quotidien Le Devoir, puis en fait, on vous rejoint pour parler de votre plus récent roman qui vient d'être paru aux éditions Boréal, Les crépuscules de la Yellowstone. Et donc, c'est un roman qui raconte en fait le dernier voyage à vocation scientifique de Jean-Jacques Audubon qui voulait remonter jusqu'aux sources de la Yellowstone. D'abord, merci beaucoup d'être là, M. Hamelin, d'avoir accepté cette entrevue. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour. J'aimerais peut-être commencer, avant qu'on plonge vraiment dans le livre, peut-être sur une question un petit peu plus personnelle. De toute façon, vous êtes quand même... Vous vous livrez beaucoup, même dans le roman, sur votre vie à vous. Et puis, comme évidemment, notre balado-diffusion parle d'oiseaux, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi votre rapport personnel aux oiseaux, à la nature? Ah, ben, ça, mon Dieu, ça dure depuis longtemps. Et en particulier, depuis que j'ai fait des études en biologie de l'environnement, là, dans les années 80, alors que j'avais 20 ans. À un moment donné, avec un groupe d'autres étudiants en biologie, on a fait un voyage dans les déserts du sud-ouest, Texas, Arizona, tout ça. Et il y a une richesse ornithologique absolument renversante là-bas. Et c'est comme là que c'est devenu un peu plus
qu'un simple loisir. C'est devenu une passion, en fait, les oiseaux. Au moment où j'ai découvert les chants d'oiseaux, où j'ai commencé à m'intéresser aux chants, et plus seulement au volatile physique lui-même, là, j'ai découvert une autre dimension et c'est devenu une passion encore plus dévorante, je dirais. Ça s'est passé il y a quelques années. J'habitais en Abitibi. J'ai commencé à apprendre le chant des parulines. Et puis, j'ai commencé à maîtriser des chants comme ça, les roitelets, les viréos, tout ça. Puis, j'ai découvert que c'est une expérience absolument, je sais pas comment dire ça, on est proche d'un certain mysticisme à un moment donné, c'est-à-dire qu'on marche en forêt et l'expérience est complètement transformée, comme s'il y avait une autre dimension qui s'ouvrait à nous, qui est la dimension sonore, qui, la plupart du temps, passe inaperçue de la plupart des promeneurs que je croise en forêt. Il y a plein d'oiseaux qui s'égosillent autour et la plupart des gens ne remarquent absolument pas la fantastique diversité qu'il y a là-dedans, la diversité biologique, le foisonnement vital. Parce qu'un chant d'oiseau, c'est beaucoup de choses et en particulier, c'est un mélange de cris de guerre et de chants d'amour. L'oiseau fait ça pour marquer son territoire, pour avertir le rival, pour attirer la femelle. En soi, la fonction du chant est intéressante, mais en plus, souvent, le chant lui-même est mélodieux et vraiment fascinant. Alors, c'est tout un monde, et puis moi, ça une passion qui dure et c'est une passion qui ne fait que s'approfondir avec l'âge, je dirais. En tout cas, on est chanceux parce que en lisant les crépuscules de la Yellowstone, on se rend compte que d'une part, vous maîtrisez vraiment parfaitement tout l'éventail des chants d'oiseaux du Québec et même d'ailleurs aussi, évidemment, puisque Audubon n'est pas vraiment sur nos terres lorsque ça se passe. Mais donc, et qu'en plus, évidemment, comme vous avez la plume de l'écrivain, vous êtes en mesure là de les décrire dans des mots qui sont plus imagés, en tout cas, et plus intéressants que les guides d'oiseaux où on a quelque chose d'extrêmement descriptif et terre à terre pour permettre de les identifier. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir lire ça dans votre livre. Quand est-ce que vous avez décidé, qu'est-ce qui vous a poussé à décider d'écrire sur Audubon puis sur ce dernier voyage-là? En fait, ce qui m'a amené à Audubon, comme j'ai dit tantôt, je connaissais déjà comme naturaliste important dans l'histoire. Ce qui m'a amené à lui, c'est le personnage de son guide pendant l'expédition dans le Haut-Missouri, c'est-à-dire Étienne Provost. J'ai lu à un moment donné un texte de l'historien Denis Vaugeois qui parlait de la relation qui avait lié Audubon à ce bonhomme-là, Étienne Provost, un natif de Chambly qui a fait carrière comme coureur de bois dans l'Ouest pendant toute sa vie, qui est devenu relativement célèbre, au moins localement, dans les Rocheuses américaines. Alors, et c'est ce couple qui ont formé d'amis pendant quelques mois cet été-là, le Français devenu américain, Audubon, et le Canadien devenu américain, mais pas tant que ça, parce qu'on n'est même pas certain qu'il parlait anglais, si je parle d'Étienne Provost. Et donc, quand j'ai lu l'histoire de ce grand intérêt qu'avait porté Audubon à son guide canadien, parce que il admirait sa compétence comme coureur de bois, il admirait son... évidemment, il considérait que Provost parlait un patois, parce que du point de vue de l'ancien français métropolitain, c'était un patois, mais il conversait, pour ce qu'on en sait, il conversait en français tous les deux. Et donc, c'est cette amitié-là qui m'a amené à vouloir écrire l'histoire de cette expédition-là. Et puis, en me documentant un peu, là, il y a toutes sortes d'autres aspects de cette histoire-là qui ont commencé à m'intéresser parce que, évidemment, c'est la dernière expédition d'Audubon, il y a 58 ans, ce qui, à l'époque, est l'âge d'un vieillard. Et puis, il est conscient lui-même que c'est sa dernière expédition de travail et il se bat pour publier un dernier chef-d'œuvre avant de mourir, c'est-à-dire c'est son livre sur les mammifères, l'exploit qu'il a accompli en produisant le fameux Birds of America, les oiseaux d'Amérique, qui encore aujourd'hui demeure une référence incontournable, un classique.
Mais il voulait répéter l'exploit avec les mammifères, et là, il lui manquait des spécimens. Et c'est un peu le prétexte qu'il a trouvé pour justifier son voyage dans l'Ouest, parce qu'il n'était jamais encore allé. Il était allé jusqu'au Texas. Il n'était jamais encore allé dans l'Ouest mythique dont il entendait parler, sur lequel il lisait des récits, tout ça. Et Puis, vous parlez un peu dans le livre aussi d'ailleurs de Lewis et Clark qui ont fait un peu disons, c'est comme l'expédition mythique qui avait été avant lui justement dans l'Ouest, puis qui avait déjà un peu écrit dans les journaux les récits de leur aventure, puis donc ça devait aussi le motiver d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Ben c'est ça. Audubon, il y avait déjà une littérature sur l'Ouest, c'est-à-dire il y avait des récits de voyages d'explorateurs, dont les fameux journaux de Lewis et Clark, effectivement. Oui, il va là pour faire un livre. En même temps, on découvre rapidement, quand on lit la principale source d'information sur cette expédition-là, c'est les journaux d'Audubon lui-même, parce qu'il était un écrivain. Il était aussi un écrivain abondant. Il notait tout ce qu'il voyait. Il tenait des journaux assez riches. Et donc, ce qu'on remarque rapidement aussi, c'est que Audubon, c'est un artiste, c'est un scientifique, c'est aussi un chasseur. Et cet instinct-là est indissociable de sa personnalité. Avec ses amis naturalistes qu'il amène dans l'Ouest, ils forment ensemble, finalement, un parti de chasse, c'est-à-dire que ce sont tous des chasseurs enthousiastes. Ton ami Ed Harris, là, qui a publié un journal aussi de cette expédition-là. Il y a John Bell, qui est un taxidermiste, qui va éventuellement devenir le professeur de taxidermie de Theodore Roosevelt, le futur président des États-Unis, créateur des parcs nationaux. Dont le parc national de Yellowstone, justement. Exactement. Je me suis lancé dans ce projet de roman-là avec l'idée d'avoir une réflexion sur notre rapport à la nature et l'évolution de notre rapport à la nature depuis presque 2 siècles. Il n'y a pas encore eu la grande prise de conscience écologique qui va venir plus tard et qui va commencer avec Thoreau dans sa cabane au bord du lac Walden 2 ans plus tard, mais à l'époque, les naturalistes sont encore d'enthousiastes massacreurs de la faune et j'ai envie de dire qu'ils font partie du problème, c'est-à-dire que Audubon et sa bande vont participer allègrement au massacre des bisons qui est déjà en cours à ce moment-là dans le Haut-Missouri. C'est juste un exemple. Donc, pour eux, étudier une bête ou un oiseau et le peindre, c'est commencer par l'abattre. On faisait pas encore de croquis sur le vif ou très peu. Donc, sur ce fameux bateau à vapeur qui va amener Audubon et ses amis et une centaine de trappeurs, dont beaucoup de Canadiens français, tout le monde tire allègrement sur tout ce qui bouge. Les trappeurs tirent sur tout ce qu'ils voient pour se nourrir, pour agrémenter leur ordinaire de fèves au lard. Et puis, Audubon et ses amis tirent pour récolter des spécimens. Alors, ça ressemble parfois à une fusillade bien nourrie. Et puis, c'était la science de l'époque qui, évidemment, avec la distance qu'on a aujourd'hui, on trouve ça un peu folklorique et naturaliste. C'est un métier qu'Audubon est obligé d'inventer en partie. Il n'y en a pas tant que ça à l'époque, des gens qui font profession d'étudier la nature sur le terrain. Je pense qu'il y avait plus de naturalistes en cabinet, là, du genre de Buffon et compagnie. Qui collectionnaient des choses que d'autres allaient leur chercher dans la nature, finalement. C'est ça. Le travail du naturaliste sur le terrain qui explore des contrées, qui recueille des spécimens, tout ça, c'est encore une chose qui était pratiquement à inventer. Et Audubon le fait par la peinture, parce qu'il se trouve qu'il était aussi un peintre très doué. Et c'est fascinant de réfléchir au fait que à l'époque, ses contemporains n'avaient jamais vu les oiseaux qu'il peint et qu'il leur montre. Pourquoi? Parce que le chasseur qui va en forêt pour rapporter du gibier, il s'intéresse pas aux parulines, par exemple. Oui. Et donc, aujourd'hui, on voit, ça m'est arrivé de voir sur Internet des gens qui critiquent les toiles, les peintures d'Audubon, le manque de réalisme de ses dessins, tout ça. Mais faut pas oublier que c'est un pionnier, c'est qu'il était le premier à peindre beaucoup de ces oiseaux-là et à les montrer au monde. Et les gens
dans beaucoup de cas, c'était des espèces que les gens avaient jamais pris la peine d'observer parce qu'il leur faisait découvrir toute une partie de la nature auquel les gens s'intéressaient pas. D'ailleurs, une des choses qui va frapper Audubon dans l'Ouest, c'est que les gens de la compagnie de fourrure qui lui fournissent le bateau et les guides et tout ça connaissent absolument rien en dehors des espèces commerciales. C'est-à-dire, les espèces commerciales, c'est le castor, c'est la loutre, c'est le bison. Parce qu'il y a de la fourrure, oui. Oui, c'est ça. Les petits mulots qui intéressaient Audubon, parce qu'Audubon, c'est un vrai scientifique, ces gens-là ne connaissaient absolument rien là-dessus, dans le fond, parce que c'est des animaux qui les intéressaient tout simplement pas. Donc, c'est une époque de pionniers, évidemment, ou une période charnière où on voit déjà les premiers grands convois de chariots bâchés là, qui s'élancent à partir de la rive ouest du Missouri, vers l'Oregon, vers le Nouveau-Mexique, tout ça. Mais Audubon lui-même est un pionnier d'un autre genre parce que c'est un pionnier de la description de la nature, de la découverte de la nature. Vous, évidemment, bon, là, vous avez fréquenté les journaux d'Audubon. On voit que c'est très, très bien documenté. Il y a vraiment une recherche derrière tout le travail que vous avez fait comme romancier. Évidemment, quand on est romancier, en plus, on n'a pas vraiment le choix de se plonger un petit peu plus, de se commettre, entre guillemets, un peu plus par rapport à la psychologie du personnage, qu'évidemment, l'historien garde une certaine distance. J'aimerais savoir un peu, qu'est-ce que vous avez découvert sur son rapport à la nature, à Audubon, parce que là, vous parlez du fait qu'il était plus chasseur. C'était quoi ses motivations? Est-ce qu'il y avait le même genre de rapport, par exemple, aux oiseaux, qu'on devine que ça l'intéressait, que nous, on aurait aujourd'hui? Bon, il y a beaucoup d'ornithologues amateurs qui ont un intérêt esthétique, puis qui aiment cocher, dire, bon, j'ai vu tel oiseau. C'était quoi son rapport à lui, hein? Moi, c'est le mot qui me vient surtout, c'est la passion, c'est de l'ordre de la passion, évidemment. Il y a la passion de recenser. Aujourd'hui, on a l'impression des fois que le monde vivant est parcouru de long à large, mais à l'époque, il y a encore des espèces à découvrir. Il a d'ailleurs donné son nom à des espèces d'oiseaux et même à une sorte de lapin du désert américain. Ah, puis d'ailleurs, juste, je vous interromps, d'ailleurs, les trois personnes que vous avez mentionnées, en fait, Sprague, Harris et Bell, ont encore leur trace dans la nomenclature des oiseaux d'Amérique du Nord. Hein. Ils ont tous leur oiseau, ce qui est une façon intéressante d'avoir une postérité, c'est-à-dire que le nom de Sprague, par exemple, qui est encore celui du pipi de Sprague, qu'on appelle, je pense, ou... alors, c'est ça. C'est une passion, mais c'est la passion de l'artiste et du scientifique. Et c'est presque indissociable, en fait. Je pense que donc, vous avez parlé d'esthétique. Oui, il y a quelque chose d'esthétique là-dedans. Il s'intéresse à la variété des formes du vivant, des oiseaux, tout ça. Et puis, donc, ça parle à l'artiste et au scientifique en même temps. C'est ça qui est assez fascinant. À l'époque, ça semble inépuisable, la richesse du monde aviaire. D'ailleurs, les vols d'oiseaux qu'il décrit dans son journal, on lit ça, puis on se dit, OK, ça existe plus aujourd'hui, on a perdu beaucoup de biodiversité. Il décrit au-dessus de la Nouvelle-Orléans, en 1821, il décrit des vols de milliers de parulines, de milliers d'hirondelles qui survolent la ville comme ça. Et donc, tout ça semble encore inépuisable. Il y en a qui ont voulu voir chez Audubon le début d'une préoccupation pour le caractère limité de ces richesses-là. Et effectivement, il y a peut-être eu ça à un moment donné, par exemple, que devant le massacre des bisons, il commence à avoir une petite réaction devant l'immense gaspillage. C'est encore très tâtonnant comme prise de conscience parce que lui-même ne chassait pas le bison parce que c'est une chasse qui se fait à cheval et il avait trop mal aux os pour monter un cheval à pleine course comme ça. Alors il assistait aux chasses de loin et il voyait ses amis traquer et massacrer les bisons et il commence à avoir certains éclairs de lucidité à un moment donné qui lui font penser que tout ça n'est pas inépuisable, dans le fond. Mais par rapport aux oiseaux, pour ce qu'on en sait, par exemple, quand il va en Floride, à un moment donné, il rapporte dans son journal qu'à la fin de la journée, les oiseaux qu'il avait abattus, ses amis et lui, formaient comme un tas gros comme une meule de foin. Alors, bon, il y a quand même un aspect de tuerie dans cette démarche. Pour eux, abattre un oiseau, c'était comme nous, tuer un maringouin. Il n'y avait pas encore ce respect-là qui va venir plus tard
surtout quand on va se rendre compte qu'aux 3/4 du 19e siècle, les bisons ont déjà fondu, les grands troupeaux, tout ça. Et c'est pareil pour les oiseaux. Audubon, il décrit dans son journal, à un moment donné, un vol de tourtes migratrices, le fameux pigeon voyageur, là, la qui a tourte. été maintenant éteint, évidemment. Hein. Oui, c'est ça. Un vol qui dure toute une journée. Le ciel est obscurci. Il a vu ça, lui. Il a vu les gens les massacrer pour nourrir leurs cochons, tout ça. Et il voit aussi dans le Haut-Missouri, c'est-à-dire au début du Missouri, il voit des perruches de Caroline, là, qui est une autre espèce éteinte finalement. Et donc, dans le cours de sa vie, il va voir déjà des espèces comme cette fameuse perruche de Caroline diminuer. Donc, la prise de conscience est pas tout à fait là encore. Et c'est difficile de départager je parle de passion, sa passion de chasseur, sa passion d'artiste, sa passion de scientifique, comme si ramener à une sorte de ligne essentielle, c'était la même chose. C'est-à-dire, à un certain moment, mon livre, il m'est apparu un peu comme un parent écologique du fameux Moby Dick d'Herman Melville, c'est-à-dire un des romans fondateurs de la littérature américaine, où on raconte une chasse à la baleine et à un moment donné, on voit que ce qui guide le fameux capitaine Ahab, c'est un désir qui n'a rien à voir avec l'huile de baleine ou avec... Il y a quelque chose de métaphysique qui le porte. C'est très obsessif, oui. C'est ça. Et dans la quête d'Audubon, il y a ça aussi. Il y a quelque chose qui réunit à la fois la passion de la chasse, la passion de la connaissance et la passion de l'artiste, la passion de la forme. Tout ça se fond dans une même quête. Et donc, c'est évidemment, thématiquement, c'est très riche. C'est une des choses qui m'a intéressé dans cette histoire-là, évidemment. Ah oui, puis ça nous a intéressés aussi. J'aimerais peut-être simplement finir. Lorsqu'on lit le livre, on comprend en tout cas que vous avez quand même un certain regard critique sur le personnage. Aujourd'hui, on est beaucoup en ce moment dans le déboulonnage de personnages qui ont vécu à d'autres époques. Mon but, c'est pas non plus de vous mettre sur la sellette, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait garder, dans quelle mesure on devrait célébrer Audubon? On comprend dans le livre, en tout cas, qu'il y a certains aspects du personnage qui sont un peu moins reluisants. Puis qu'est-ce que c'est votre regard là-dessus sur ce qu'on devrait garder de lui, puis ce qu'on devrait laisser peut-être de côté? D'abord, c'est vrai, comme vous l'avez dit tantôt, que pour me l'approprier comme personnage d'un roman, il fallait que j'essaie de comprendre le personnage et ça a été le défi probablement le plus considérable de cette entreprise d'écriture-là. Ça a été d'essayer de comprendre Audubon, quelle sorte de bonhomme il est. En même temps, il est très certainement un homme de son époque, c'est-à-dire c'est une époque où les préjugés racistes envers les Indiens et envers les Noirs aussi, parce que l'esclavage est encore une réalité dans de nombreux États, y compris au Kentucky, où Audubon a habité une partie de sa vie dans un petit village. Il aurait lui-même eu quelques esclaves à un moment donné. Alors, il faut, pour moi, comme romancier, ce qui est très important, c'est de remettre les choses dans leur contexte. On a dit aussi, évidemment, c'est un Audubon vieillissant que je montre. Plusieurs biographes ont dit que, en vieillissant, ses jugements se durcissaient un peu. Il devenait un peu malcommode, vous savez, on pourrait dire ça comme ça. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Oui, tout à fait, exactement. Alors, il émet des jugements à la porte-pièce, puis moi, j'ai été obligé de me replacer dans un contexte et il faut que le lecteur me suive dans ce contexte-là aussi. Ah oui, bien, on vous suit très bien. Il y a un passage que j'ai trouvé vraiment fantastique là, où vous illustrez, où vous décrivez une nation, des Premières Nations qui chassent le cygne et puis finalement il y a plein de canards sur l'eau et ils décident d'abattre simplement le cygne trompette parce que finalement les grandes plumes blanches plaisent à la mode européenne. Donc finalement, on voit déjà que ça a été dénaturé d'une certaine façon, leur propre rapport à leur territoire au contact des Américains. Oui, ils chassaient déjà, ça c'est les Shawnee, là, en 1830 peut-être. Ils chassaient déjà pour le marché blanc, c'est-à-dire le marché des chapeaux, les aigrettes qui décoraient les chapeaux des Belges européennes de Paris et de Londres. Alors, aujourd'hui, c'est devenu évidemment un automatisme là, de dénoncer le colonialisme, la posture coloniale, mais je dirais qu'il y a aussi quelque chose de très humain dans le commerce. Tout n'est pas simple et puis, à l'époque,
l'époque où ces nations-là commerçaient avec les Blancs, on n'était pas nécessairement déjà dans un génocide. C'est ça que je veux dire. Il y a l'histoire, comme la réalité, l'histoire est complexe et il faut essayer de la comprendre aussi. En tout cas, je recommande vraiment chaudement à tous nos auditeurs la lecture de Les Crépuscules de la Yellowstone. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant, extrêmement bien recherché. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, Monsieur Hamelin. C'était un plaisir. Merci à vous. C'était un grand plaisir pour moi. Je reçois maintenant Camille Dufresne et comme on est en déconfinement, elle a gentiment accepté de nous accueillir dans son jardin à Lennoxville. Donc Camille qui écrit les chroniques Côté Jardin, Côté Cours pour la revue Québécoiseau. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire une première chronique à cette émission, Camille. Ça me fait plaisir, surtout de te recevoir dans mon jardin. Et puis, comme tu peux le remarquer, le jardin est aménagé exclusivement pour les oiseaux avec une immense plate-bande pleine de fleurs. Et pour les gens qui ne nous voient pas, il y a aussi des abreuvoirs à colibris, plusieurs fleurs qui sont déjà en pleine floraison. Et on va probablement, pendant l'entrevue, avoir l'occasion de voir le mâle et la femelle colibri qui viennent régulièrement à mon abreuvoir. On vous en donnera des nouvelles. Et puis, donc, oui, je peux effectivement témoigner que Camille applique les recommandations dont elle parle dans sa chronique, dans la revue. Alors, Camille, on a décidé, puisqu'on est en plein été, on est au mois de juillet, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée très chaude, de parler d'une des vedettes de l'été. Évidemment, les mangeoires en plein été sont un peu moins fréquentés. Il y a un seul oiseau vraiment qui vient encore régulièrement aux mangeoires et c'est le colibri. Oui, pour accueillir ou avoir des colibris dans notre jardin, on peut faire deux choses. C'est qu'on peut installer des abreuvoirs ou on peut aménager des fleurs qui fournissent le nectar dont il se nourrit. En premier, il faut dire que c'est pas mal spectaculaire, un colibri. Au Québec, on a une seule espèce, alors qu'il y a plus de 300 espèces dans la famille. Mais ici, particulièrement, on voit juste le colibri à gorge rubis. C'est déjà beaucoup. Et c'est un oiseau exceptionnel. Quand on sait qu'il pèse à peine 3 grammes, et que quand il fait ses migrations au Mexique, jusqu'au Costa Rica, il traverse le golfe du Mexique en volant d'une seule traite. Ça lui prend 29 heures et il fait comme presque 1000 kilomètres. Et puis il doit battre des ailes un nombre extrêmement élevé de fois, j'imagine, pour pouvoir se rendre de l'autre côté. Oui, puis surtout qu'il faut qu'il prenne des bons vents, puis tout ça. Alors imaginez s'il attrape une tempête, comment est-ce que c'est pas évident. Mais le colibri, quand il bat des ailes, c'est jusqu'à 80 battements à la seconde. Et puis, c'est vraiment une performance exceptionnelle. En plus, il peut avancer, reculer, changer de direction, puis voler sur place. Puis effectivement, comme c'est un oiseau vraiment spectaculaire, donc si vous avez la chance de les attirer dans votre jardin, c'est encore mieux parce que là, vous pouvez vraiment observer ce balai aérien, cette façon incroyable de voler. Alors, comment on fait ça? Comment on installe notre jardin pour pouvoir attirer le colibri chez soi? OK. À mon point de vue, à moi, l'idéal, c'est de planter des fleurs. Je t'interromps parce qu'il y en a justement un là, qui boit à ta mangeoire, une petite femelle qui vient d'arriver. Oui, et puis j'ai un couple. Puis c'est ça, entre autres, je peux parler peut-être de ça en commençant. Les colibris sont très territoriaux. On n'aura jamais 22 colibris à nos abreuvoirs. Et certains mâles sont beaucoup plus territoriaux et n'acceptent même pas un autre mâle dans leur entourage. Donc, souvent, on voit un couple ou un couple avec un jeune. C'est à peu près ce qu'on a, à moins de vraiment mettre les abreuvoirs dans des endroits distincts et même placer les abreuvoirs de façon à ce qu'ils ne se voient pas, un l'autre. Ça, donc on peut faire ça. On peut faire ça. Un en avant de la maison, un en arrière de la maison, ça, c'est pas si pire. Puis ce qui est plus naturel, mais en tout cas, c'est de planter des fleurs pour les colibris. Il doit boire la moitié de son poids en sucre chaque jour. Oh, OK. Alors, imagine comment on mangerait de sucre, nous, si c'était nous autres. Oh mon Dieu, oui, ça ferait beaucoup. Même ceux qui ont la dent sucrée, je pense, ne seront probablement pas là. Oui, c'est ça. Et donc, il se nourrit de nectar qu'il prend dans les fleurs. Et les fleurs, pour l'attirer et pour lui fournir sa nourriture, bien, c'est ça. C'est des plantes qui sont tubulaires. La plupart du temps avec des couleurs voyantes. Ça peut être des fleurs annuelles, des fleurs vivaces, des plantes grimpantes. Ça n'a pas d'importance. Et ce sont des plantes qui produisent du nectar. Et ce qui est intéressant, c'est que les insectes s'intéressent aussi aux mêmes fleurs. Et pour comme limiter la compétition, le colibri va préférer des plantes qui n'ont pas d'odeur parce que les papillons n'iront pas. Et souvent, les plantes qui n'ont pas de
que lui, sur lequel il peut se percher, puis que les insectes ne sont pas capables. Mais il n'a pas besoin de se percher, tu sais. Mais il choisit des plantes différentes pour pas être en compétition avec les papillons et les insectes. Mais il y a un embarras du choix. À un moment donné, j'ai fait une recherche, puis j'avais trouvé qu'il y avait à peu près 150 espèces de plantes que le colibri pouvait aller butiner. Et puis toi, admettons, parce que je vois ton jardin, on voit que quand même tu es très rompu à l'exercice, un très, très beau jardin. Est-ce qu'il y a des plantes que toi, tu as remarquées avec ton expérience qui sont vraiment idéales pour le colibri ou que toi, tu préfères? D'après ce qu'on voit, puis d'après, plein de livres qui ont été écrits sur le sujet, je pourrais nommer 10 plantes qui sont vraiment dans les préférés des colibris. Ce qui est intéressant, c'est dans notre jardin d'avoir des plantes qui en a qui fleurissent au printemps, pour jusqu'à la fin de l'été. Alors, d'avoir une série de plantes en fleurs, donc une variété, pour qu'il y ait toujours du nectar disponible pour les colibris. Si on prend un exemple, mettons, pour faire les 3 saisons, on pourrait planter des encolis qui fleurissent au printemps. Après ça, on pourrait avoir du chèvrefeuille grimpant, qui est une excellente plante pour les colibris. Puis après ça, on pourrait avoir des digitales, des lobélies du cardinal, des monardes. C'est toutes des plantes qui ont des couleurs flamboyantes et puis des fleurs tubulaires. Par contre, on les voit aussi dans des plantes qui sont moins colorées. Les sauges, les verveines, c'est bien curieux. Moi, j'ai une annuelle dans mon jardin qui s'appelle la verveine de Buenos Aires. Elle fait des amas de petites fleurs mauves, tout petites, et je ne comprends pas encore comment le colibri fait pour se rentrer la langue là-dedans. C'est très petit et ils sont toujours en train de butiner là-dedans. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que le colibri a beau avoir la dent sucrée, il faut qu'il se nourrisse de protéines aussi. Alors, il va manger des insectes qui sont sur les fleurs ou même en vol, il paraît. Alors, peut-être que la verveine, elle a plus de petits insectes vu qu'elle est petite. C'est peut-être ça qu'il mange. Mais il est bien souvent dans cette plante-là, qui est quand même bleue avec des fleurs minuscules. Puis quels autres éléments, admettons, il faudrait avoir dans son jardin, outre évidemment les fleurs dont il va se nourrir et ou un abreuvoir, quels autres éléments sont importants pour que le colibri... Ah, bien, si déjà on a un assortiment de plantes et si en plus on a un abreuvoir, je vous parlerai des abreuvoirs plus tard, ce que j'ai constaté puis que plusieurs personnes ont fait, surtout quand les gens sont photographes en plus d'être ornithologues, c'est d'installer des perchoirs. Le colibri aime beaucoup boire et s'en aller se reposer et se cacher. Alors, que ce soit des arbustes pas loin des abreuvoirs ou, comme tu peux voir autour chez moi, j'ai comme une clôture qui me protège des chevreuils et il y a des branches mortes un peu partout. Les branches mortes, ça sert de perchoir pour les oiseaux. Et les colibris, entre autres, adorent ça. Parce que souvent, les oiseaux n'aiment pas faire une longue distance dans les airs pour se rendre d'un point à l'autre. Ils sont comme vulnérables. Fait que là, ils se perchent, puis ils vont manger là ou ils vérifient s'ils vont revenir manger à l'abreuvoir. Donc, des perchoirs. Et s'il y a des arbres autour, le colibri a des chances, s'il y a des arbres matures, il y a des chances que ça soit suffisamment bon pour qu'il puisse nicher là. Alors, dans l'environnement, il va trouver tout ce qu'il a besoin pour rester pendant toute la saison. Fait que là, si on aborde un peu le sujet des abreuvoirs, c'est intéressant, les abreuvoirs, parce que c'est très populaire. Et comme j'en avais parlé avec Gaspard, qui demeure en ville à Montréal. Oui, moi, j'ai malheureusement pas vraiment de place pour planter beaucoup. J'ai pas vraiment de jardin possible sur mon balcon d'un 3e étage montréalais, malheureusement. Bien, tu serais surpris peut-être, je serais curieuse de faire l'expérience, c'est que tu peux avoir des boîtes à fleurs. Tu pourrais avoir des jardinières suspendues et tu as même certaines plantes annuelles grimpantes que tu pourrais faire pousser dans un gros pot. Et tout ça ensemble ferait que tu plantes un abreuvoir dans un de tes pots, un abreuvoir à colibri rouge flashant. Et puis, tu pourrais attirer des colibris. Je serais surprise. Mais je sais que j'en vois quelquefois. Il y a des endroits sur l'île de Montréal où effectivement il y en a qui doivent probablement même nicher. Là. Puis oui, effectivement, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les abreuvoirs, presque tous les abreuvoirs à colibri qu'on voit sont toujours rouges? C'est simplement parce que la couleur est voyante? Oui, ils sont attirés par les couleurs voyantes. J'ai même vu une place où est-ce que c'était dit que si on installe l'abreuvoir pour la première fois puis qu'on trouve que les colibris ne viennent pas, on peut suspendre dans les arbres un peu des banderoles rouges puis oranges pour dire « Hey, allô, il y a quelque chose pour toi ici. » Et à ce moment-là, on risque, c'est la première fois que je voyais ça écrit quelque part, mais c'est pas fou. Surtout s'il n'y en a pas beaucoup de fleurs, parce que souvent, les fleurs, ils ne sont pas nécessairement fleuries tout en même temps. Alors, c'est peut-être pas assez vif pour les attirer quand ils passent au printemps. L'autre truc aussi, c'est d'installer les abreuvoirs tôt au printemps. Les colibris arrivent entre le début mai et la fin mai. Et puis, alors moi, j'installerais les abreuvoirs à colibris
fin avril pour être sûr que s'ils passent, qu'ils ont le moindrement une chance de passer dans notre cour, qu'ils disent « Oh, wow, les abreuvoirs sont installés », il y a plus de chances d'avoir les oiseaux à ce moment-là. Et même à ton 3e étage. Ah oui, OK. Oui, oui. Je vais peut-être essayer ça éventuellement pour chez Oui, moi. puis c'est ça. Alors, les abreuvoirs, donc, on choisit un abreuvoir coloré. L'eau n'a pas besoin d'être colorée. L'eau, c'est de l'eau sucrée. On sucre avec du sucre blanc, pas de miel, pas de sirop d'érable, pas de sucre bio, rien. C'est vraiment du sucre blanc. C'est celui qui, quand il fait chaud, va rancir ou va moisir un peu moins vite. Puis comme à cette période-ci de l'année, avec la canicule, moi, je suggère qu'on ne mette pas beaucoup d'eau dans l'abreuvoir à chaque fois, puis qu'on la change tous les jours même. Parce que imaginez de l'eau sucrée à 34 degrés au gros soleil, je pense pas que ça reste bon longtemps pour le colibri. Ça doit s'évaporer, puis le mélange doit être oui, moins. mais ça moisit, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment mieux d'en mettre moins. On n'a pas besoin de remplir l'abreuvoir. T'en mets pour que ça dure la journée, puis tu le changes le matin. Moi, je leur offre le luxe même de garder le mélange dans le réfrigérateur, puis de le sortir le matin. Alors, ça doit leur geler la langue le matin, mais ça doit leur faire du bien. Ah oui, ils doivent avoir chaud, eux aussi. Eux aussi, ils doivent avoir chaud. Qu'on a cet oui. été. Puis, il y a tellement une grande variété d'abreuvoirs à colibri. Il y en a qui sont très dispendieux. Les oiseaux n'ont pas nécessairement besoin de l'abreuvoir le plus cher. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des trous où est-ce qu'ils peuvent aller boire. Que le trou est assez petit et pas trop gros pour qu'ils puissent rentrer leur bec. Et les colibris, comment ils font pour s'abreuver? C'est pas une paille, leur langue. C'est plutôt comme, j'ai envie de dire, pas une cuillère, mais pratiquement, la langue est très longue. Puis ça fait comme une espèce de petit tunnel et le liquide va là, puis plouc, il tire la langue, puis il avale le liquide. Alors, c'est pas une paille, leur langue. Fait qu'il faut qu'ils puissent rentrer le bec et la langue pour atteindre le liquide. Certains abreuvoirs ont des perchoirs. Le colibri n'en a pas besoin. Par contre, j'ai découvert que l'avantage d'un perchoir, c'est que plusieurs autres espèces d'oiseaux ont la dent sucrée. Et quand il y a des perchoirs, les mésanges à tête noire, les pics, et même l'oriole de Baltimore viennent boire dans les abreuvoirs à colibri. Ils réussissent à suspendre les pattes en bas, puis ils s'accrochent, puis là, le liquide coule parce qu'ils ont basculé l'abreuvoir, puis ils s'abreuvent. Alors, c'est le fun parce que c'est agréable à observer aussi. La proportion, c'est qu'on met habituellement une partie de sucre pour 3 ou 4 parties d'eau. Au printemps, quand il arrive, puis que les conditions sont plus froides, moi, je mets juste 3 parties d'eau. Je fais un mélange plus concentré. Puis à ce temps-ci de l'année, c'est 1 pour 4, puis c'est bien correct, là. On peut aussi offrir de l'eau au colibri. Ce que j'ai déjà vu dans une vidéo, et je l'ai essayé, puis ça fonctionne. Par exemple, quand on arrose nos plantes avec un arrosoir qui bascule, qui bouge, ça fait des petits jets d'eau. Et moi, j'ai déjà vu, durant la canicule, les colibris s'amuser à jouer dans les jets d'eau, à se promener puis à voler autour. Donc, ils ont besoin d'eau. Donc, un petit bassin avec une mini-fontaine, vraiment pas quelque chose de gros, où ils peuvent se percher, où ils peuvent recevoir de l'eau sur eux autres et même s'ébrouer puis se rafraîchir. Ça marche aussi dans un jardin. Et même sur ton balcon, Gaspard. Ah oui, je vais peut-être essayer ça. Puis sinon, ce sera les moineaux et les pigeons qui en profiteront. Peut-être, mais ça va leur faire du bien aussi. Camille, merci beaucoup de nous avoir déjà accueillis dans ton jardin. Je peux témoigner qu'on a vu beaucoup d'oiseaux, donc il y aura sûrement d'autres sujets à couvrir à l'avenir avec toi. Ça me fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Tous aux oiseaux. J'en profite pour vous donner un peu d'informations sur les activités de Québec Oiseaux cette année. Pour la période de nidification qui tire à sa fin, c'est sur la Sturnelle des Prés et l'Hirondelle de Rivage que se sont concentrés les inventaires du mouvement, qui a aussi installé des nichoirs à hirondelles noires à la salle sur l'île de Montréal. L'édition automnale de la revue Québec Oiseaux sera distribuée aux abonnés au cours de la 3e semaine du mois d'août et sortira en kiosque au début de septembre. Ceux qui souhaitent s'abonner ou se réabonner doivent le faire au plus tard le vendredi 7 août 2020 pour recevoir le numéro. Au programme, le confinement survenu le printemps dernier en lien avec la pandémie a amené bon nombre d'ornithologues demeurant en milieu urbain à redécouvrir leur environnement plus immédiat. La prochaine édition du magazine aborde justement les oiseaux des villes dont les populations ont beaucoup évolué depuis 25 ans et se penche notamment sur l'importance des grands parcs et des espaces verts en milieu urbain, tant pour les humains que l'agent ailé. Il y a également question des meilleurs sites de la ville de Longueuil qui permettent d'observer une avifaune étonnamment diversifiée. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'été et on se retrouve dans un mois.